C'est-à-dire que vous les entendez même avec des écouteurs, même avec des boules caisses. C'est tout le temps au-dessus de nos têtes, ils sont très très hauts, ils volent au ralenti. C'est-à-dire que vous les entendez même avec des écouteurs, même avec des boules caisses. C'est tout le temps au-dessus de nos têtes, ils sont très très hauts, ils volent au ralenti, ils filment tout, ils captent tout, mais ils empêchent de dormir les gens. Et par ailleurs, vous avez les drones qui sont silencieux, qui eux sont très dangereux parce qu'ils repèrent les téléphones de ceux qui posent souci, des journalistes, des gens éventuellement du Hamas ou autres, et ils arrivent à faire le nécessaire à distance en les canardant. Donc on est vraiment dans une situation où il faut être prudent. On a 2 journalistes qui ont été gravement blessés il y a 2 jours. Vous avez dû suivre ça en médias, donc dans les médias, 2 journalistes de Jazeera, donc qui ont été soignés ici dans un état absolument catastrophique. Ils sont encore en danger l'un et l'autre. Donc la situation est vraiment très tendue, très compliquée, mais on a une population ici qui est juste hallucinante. Là, j'étais assis tout à l'heure avec une 40aine d'enfants autour de moi. On a repris le chant qu'on a chanté entre Paris et Bruxelles. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Ces enfants ont chanté en français. Et je vais vous envoyer la vidéo. C'est le chant de ces enfants. J'étais à la fin de la visite à l'hôpital, j'ai vu des choses hallucinantes. On a un bloc opératoire qui fonctionne. Je suis à l'hôpital européen. Moins de monde, et comme il y a assez bonne organisation, mais tous ces hôpitaux sont complètement débordés et ils ont doublé par 4 leur activité. Il y a des réfugiés partout, mais après on a été en service de néonatologie et là c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de coureuses, donc il y a 2, 3, 4 enfants par coureuse. J'ai envoyé à quelques-uns des vidéos extrêmement compliquées d'enfants nouveau-nés, dénutris, une mortalité extrêmement importante, beaucoup de pathologies infectieuses, sans moyen de faire entrer les antiseptiques, les antibiotiques, on s'en sort un peu, ils ne sont pas bien utilisés, mais les choses de base. L'autre jour, ils ont fait une intervention à poumon ouvert sans gants, parce qu'ils n'avaient pas de gants. Donc on arrive à des situations qui sont juste dingues, quand on n'a pas assez de cathéter pour faire ce qu'il faut, on n'a pas c'est juste inimaginable. Alors moi j'ai pas été beaucoup en situation de guerre, c'est ma première situation de guerre, donc je peux pas comparer, mais tous ceux qui ont des années d'expérience sur le terrain disent que c'est la situation la pire qu'ils n'aient jamais rencontrée, parce que les gens sont enfermés dans une nasse. Là on est à 4-5 km de la frontière. Et on nous pousse, donc les gens se sont tous réfugiés à Rafah. Il y a 1,2 million de personnes, 1,2 million de personnes à Rafah, que j'ai trouvé, j'en ai pas vu un sourire. Ils sont tous épuisés, ils s'endorment quand on leur parle, les enfants ne sourient pas, ils sont sales. C'est compliqué. Moi j'ai quand même réussi avec des enfants là-bas aussi à chanter avec eux Free Palestine et Gaza, parce que je chante tout à l'heure, mais c'est vraiment la situation, et c'est ces gens-là qui vont être là maintenant bombardés, 1,2 million de personnes qui risquent d'être bombardées, donc il y a une pression qui est forte. Pour l'instant les avions ne sont pas passés pour envoyer des prospectus pour demander de remonter vers Khan Younes, nord ou en Chocó ou plus haut. Je sais, j'ai lu dans la presse que vous avez dû lire que les Égyptiens ont créé un mur de 5 mètres de haut à 3 km de la frontière, en imaginant que si vraiment l'attaque était trop importante, peut-être qu'ils marqueraient les gens là en attendant qu'ils repartent. Ici, certains sont tellement épuisés qu'ils sont prêts à quitter leur pays et fuir à l'étranger, mais c'est difficile de dire la grande majorité, beaucoup d'entre eux aussi disent qu'il n'est pas question de revivre ce qu'ils ont vécu en 48, la Nakba, et que s'ils partent jamais ils pourront rentrer, et que c'est faire gagner Netanyahou et ses sbires. Donc voilà, il est vraiment temps, tout le monde le dit, que ça s'arrête, c'est juste insupportable. Je vous explique comment se passe la nuit. Donc ça bombarde jusqu'à minuit, 1h, de manière très bruyante. On a les vitres qui bougent, donc ça bombarde à parfois 1 km, 2 km. Et 10 minutes après les bombardements, on entend les ambulances qui partent, qui reviennent une demi-heure après. Et on est dans des situations absolument catastrophiques. Le service d'urgence n'est pas du tout ajusté.
pour accueillir des personnes en situation grave. Au bloc opératoire, il y a des teams qui viennent absolument terribles. Donc moi je travaille sur ces problèmes-là, on a un programme qui fonctionne, il y a des choses qui sont en train de bouger. Dans chaque service là, de chirurgie, qui sont prévus pour 40 patients, il y a 100 réfugiés qui sont dans les services. Donc on peut pas faire ce qu'il faut. Les solutés hydroalcooliques pour éviter que les germes se transmettent sont volés, sont pris pour pouvoir allumer des feux, pour pouvoir faire cuire des nourritures. Donc c'est vraiment complètement compliqué. Donc là actuellement on essaye d'essayer de trouver des tentes pour pouvoir libérer un ou deux services pour pouvoir faire tourner les blocs opératoires. Aujourd'hui, on a un taux d'infection tel que les gens meurent de complications d'infection ou ont des complications très graves après. Donc, on a mis en place un programme pour essayer de réduire tout ça en appliquant les équipes. On va essayer de faire pareil avec les urgences, mais on n'a pas d'autre solution que ça s'arrête immédiatement. Donc, je pense qu'il faut vraiment passer maintenant à une étape supérieure que la manifestation du samedi, elle ne suffit plus. Il faut vraiment aller sur les ambassades, il faut vraiment faire des cités, il faut vraiment mettre une pression forte. Ça n'est plus possible. Si Rafah est attaqué, Rafah est attaqué puisqu'on entend des bombes tout le temps. Si l'armée arrive à Rafah, ça va être une hécatombe. C'est déjà une hécatombe ici avec tous les blessés et les morts que l'on voit. Continuons à nous mobiliser. Et puis, j'ai jamais vécu une telle leçon d'humanité, d'humilité, de solidarité que celle que je vis ici. J'en ai les larmes aux yeux quand je l'évoque, c'est vraiment absolument hallucinant. Et la foi de ces personnes les aide beaucoup. Abdullah qui disent tout le temps pour dire merci, même quand la maison a explosé, même quand un ou deux sont morts de la famille, ils disent Abdullah parce qu'il me reste encore 4 filles et que j'ai encore mes 2 yeux et mes 2 bras pour aider mon peuple. J'ai jamais vu un tel dévouement, une telle simplicité. Les volontaires qui travaillent ici sont tous les soignants des autres hôpitaux qui sont venus ici, qui travaillent bénévolement, qui se débrouillent pour vivre d'aide alimentaire. J'ai un ami interniste ici, infectiologue comme moi, donc qui est obligé d'aller chercher à Rafah tous les mois de la farine. Là, il est revenu avec 75 kilos de farine sur son dos, il était épuisé. Il porte les mêmes vêtements depuis maintenant 3 mois et personne n'a de quoi se laver. C'est d'une inhumanité insupportable, et en face de ça, vous avez une humanité que j'ai jamais rencontrée. C'est un contraste hallucinant, mais il faut que ça cesse. Les gens n'en peuvent plus, et les gens savent que nous sommes responsables de ce qui se passe. Quand l'Inde a livré hier des drones, quand avant-hier ou hier les États-Unis ont versé 36 millions à Israël, c'est insupportable. Ce qui est insupportable, c'est de voir aussi ces amis là qui n'ont des souvenirs que sur leur téléphone. Mohamed qui vous a ému la semaine dernière ne fait que regarder son téléphone et sa maison et ses amis morts. Avant-hier, j'ai rencontré un anesthésiste de haut niveau qui s'occupait du service de réanimation du grand hôpital universitaire d'Al-Shifa, qui j'ai travaillé une partie de la matinée et qui à la fin m'a dit, tu sais, j'ai quand même perdu ma femme, j'ai perdu mon fils, mais je suis là pour mon peuple, il me reste 4 filles. Le problème, c'est quand je travaille, je suis inquiet parce que je suis à Rafah, on va nous demander de bouger à nouveau, et je n'ai même pas une tente pour savoir où mettre mes filles, et ça m'obsède toute la journée. Donc je fais mon travail, mais voilà. Donc c'est vraiment ce que vivent toutes ces personnes-là qui disent toutes la même chose. Diffuser toutes les audios, donner la parole à tous ces Palestiniens qui sont exprimés. Échanger tous ces audios, il faut leur donner la parole, il faut leur donner ce territoire et ce pays qui est le leur, et faire respecter ces droits qui sont des droits qui doivent être respectés par tous. Hier, j'étais avec le responsable des droits de l'homme ici, de Campinas. Les gens se battent, les gens y croient, mais ils ont de moins en moins d'espoir. Imaginez quand vous n'avez plus aucun souvenir, quand tout a été détruit, vos mosquées, vos écoles, vos universités, tout, et que vous n'avez rien sur vous, rien, même pas un papier, rien. Le collègue médecin qui m'a montré les photos de sa maison m'a montré comment l'armée, c'était une maison qui a été bombardée le premier jour, qui venait de terminer une maison mais plus splendide que nos maisons. Tout a été détruit. Il m'a montré tous ces livres de médecine, parce que quelqu'un est allé prendre des photos et des films après, au sol, déchirés, brûlés, tous ces diplômes déchirés, brûlés, et il ne peut pas repartir là-bas.
Donc vraiment, ces gens méritent notre plus grand respect. On n'arrête pas de leur dire qu'ils nous éclairent, mais ce qu'il faut surtout laisser continuer à ce qu'ils nous éclairent en arrêtant les éclairs du ciel, parce que c'est insupportable de voir qu'à la place des étoiles il y a des drones et qu'à la place des feux d'artifice c'est à chaque fois une maison qui explose, et quand dans la maison il y a toujours des femmes et des enfants. Donc continuons la lutte. Alors je voulais rester une semaine de plus. Je viens de voir un instant avant l'appel la confirmation malheureusement que je ne pouvais pas rester une semaine de plus avec mon collègue français pour des raisons de sécurité. Les Américains veulent me faire partir comme c'est prévu. Il y a une autre rotation qui va arriver. Donc je suis très déçu de ne pas pouvoir poursuivre davantage le travail. Mais je pense revenir le 5 mars, j'espère, si je suis pas grillé avec les Israéliens. Mais j'espère surtout que le 5 mars d'ici là, il faut que ça change parce que les gens n'en peuvent plus. Voilà. Donc merci pour votre mobilisation, mais je pense qu'il faut vraiment passer maintenant à quelque chose de plus national et vraiment en mettant la pression de manière forte et continue, jour et nuit, sur les ambassades. Parce qu'il faut que ça change, quoi. Il faut qu'il y ait une visibilité supérieure, il faut pas lâcher. Donc moi je reviens, je vous garantis que pendant un mois je suis dispo à fond, sauf si j'arrive à repartir le 5 mars. Et voilà. Donc bien fort avec vous. Merci Pascal. Merci Pascal. Merci. On est tous très. Et de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine.